Le point de vue légitimiste sur les élections, c'est qu'en soi, les élections ne sont pas un mal en soi, évidemment, hein. C'est juste un moyen, un système. Euh, bah, s'il est mal utilisé, c'est mal, et s'il est bien utilisé, c'est bien. Et donc, pour introduire, je vais prendre un aphorisme de Maurras, de Charles Maurras, et qui disait dans Mes idées politiques, cette petite phrase, le mal, ce n'est pas le fait d'une élection, c'est le système électif étendu à tout, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le mal, la démocratie, c'est la mort. Donc je trouve que c'est très vrai. Et donc pour revenir à la doctrine légitimiste, c'est que par exemple, les légitimistes ont toujours évidemment été d'accord d'une part, et puis surtout poussé même à s'engager en politique, en particulier dans les élections locales, parce qu'au niveau local, on peut vraiment agir. Donc on parle plutôt des petits villages, l'endroit où on connaît les gens et où c'est difficilement noyautable et où le bien commun est visible. Enfin, c'est-à-dire le bien commun de la communauté, on peut tous se mettre d'accord, est visible, etc. Ce qui n'a rien à voir déjà avec un système électoral général qui se fait au grand niveau. Le problème du système électoral étendu à tout, donc ça vient ça vient du système démocratique qui part du principe illusoire, enfin d'une fiction qui est l'égalité de tous et qui à partir de là, en fait, empêche d'une part nie l'autorité ou en la mettant en bas, enfin l'autorité dans le peuple. Donc par définition, elle détruit l'autorité. Et donc par ce nivellement par le bas, il y a une sorte de réduction de tous les débats qui fait que sur chaque problème, on ne peut plus avoir une solution que la personne qui pourrait l'apporter parce qu'elle a cette autorité, parce qu'elle peut discerner, etc., ne peut plus l'apporter. Et à la place, on a tout un tas de bruits sur des passions et des guerres d'ego, etc. Une sorte de magma qui ne donne rien en fin de compte. Mais ce qui est surtout très pernicieux là-dedans, c'est qu'en fait, c'est pas un magma qui est si informe, c'est qu'en fait, on a toujours une élite. Parce que notre nature fait qu'il y a une hiérarchie, qu'on ne peut pas vivre sans hiérarchie, sauf qu'elle est niée dans les principes, donc elle est cachée, ou oligarchique. Et cette hiérarchie devient déresponsabilisée, puisque on dit qu'en fait, en gros, c'est la faute du peuple, ou c'est la faute de ceux qui ont mal voté. Si ça se passe mal, c'est pas la faute de ceux qui ont le pouvoir. Et donc ça devient très pervers, parce que ceux qui ont le pouvoir de faire les choses, non plus sont déresponsabilisés et non plus cette responsabilité-là dans un système démocratique. Et d'autre part, que ça soit caché ou pas caché, en fait, c'est ce que je vais essayer de montrer un peu aujourd'hui, c'est que les systèmes électoraux, en pratique, dans un contexte démocratique, ça se fait toujours manipuler, c'est toujours noyauté, et en fait, c'est toujours dirigé pour accomplir des buts de soit certains lobbies, soit certaines sociétés ou certaines choses, mais qui n'ont rien à voir avec le bien commun d'une part, souvent même plus avec le bien particulier, c'est même des choses qui deviennent idéologiques, bref. Pour prendre quelques exemples, nous, notre génération, je pense que c'est simple, mais de façon récente, on a les élections de Macron en 2017, qui a été quand même, quand on réfléchit quelque chose, mais de phénoménalement fou, c'était même pas caché. On a sorti une affaire pour virer le seul Fillon en plein cours de route. On sort du chapeau un homme nouveau qui n'est pas du tout nouveau en fait, mais qui était inconnu et qu'on fait une sorte de ni droite ni gauche, le truc classique. Mais en fait, c'est pas nouveau, hein. Depuis même Valéry Giscard d'Estaing, etc. Chaque élection, j'ai l'impression que dans les discours politiques, on a voilà, c'est de l'enfumage. Constant. On a ça, pas qu'en France, hein, avec les élections à moitié truquées chez Trump, voilà. Et là, on est dans des cas où c'est massif et où c'est ça qui est intéressant dans notre temps à l'heure actuelle, c'est que c'est tellement massif et grâce aux réseaux sociaux, etc., ça devient difficilement cachable, donc on le voit. Et aussi, je voulais juste prendre l'exemple qui est en train de se passer à l'heure actuelle au Parlement. Donc on a eu une élection présidentielle avec plus de 50% d'abstention et le président sortant qui est réélu. Et pourtant il perd derrière aux élections parlementaires, donc il n'y a pas de problème. Alors ça se passe à 3 semaines d'intervalle. Donc, déjà en soi c'est étrange.
Et surtout, ce que j'aimerais remarquer, c'est pas ça, c'est que, soi-disant, il y a une opposition, mais qu'en fait, c'est une sorte de théâtre grandeur nature, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'avant, on avait une étiquette à la cour, et l'étiquette servait à matérialiser un ordre. Le roi en haut, les seigneurs, l'église. On avait des rites qui étaient là pour faire rappeler l'ordre entre les hommes et Dieu, le devoir d'adoration par les hommes du vrai Dieu, la soumission incarnée dans les rites, que ce soit le sacre, que ce soit tout, etc. Et bien aujourd'hui, on a aussi des rites. On a aussi une étiquette, mais qui est complètement vide de sens, ou plutôt qui devient une étiquette démocratique et des rites républicains euh, qui, en fin de compte, sont là pour amuser la galerie, mais enfin c'est plutôt une tragicomédie, et où les parlementaires ou les types qui sont sur le devant de la scène font semblant de s'opposer, mais déjà, même là, par exemple, pour les élus du enfin, du Rassemblement national, on voit déjà que ça sent pas du tout bon, puisqu'il y en a certains qui commencent à inaugurer des statues de Simone Veil. Il y en a d'autres qui prennent leurs attachés parlementaires dans le sérail, bien enfin, les républicains, UDI, je ne sais quoi encore, enfin tout un bon milieu voilà, qui est là depuis très longtemps. Pour finir cette introduction, je vais lire une autre petite phrase de Maurras. Alors, une juste loi politique n'est point une loi régulièrement votée, mais une loi qui concorde avec son objet et qui convient aux circonstances. On ne la crée pas, on la dégage et on la découvre dans le secret de la nature des lieux, des temps et des états. Les formules politiques ne sont pas des gaufriers, et si les lois des nations, comme les lois du monde et de l'homme, sont immuables, il faut voir que toutes les situations de l'histoire et de la géographie sont originales. Elles ont quelque chose d'unique qui doit être traité comme tel. Il ne s'agit nullement de lois du devenir, de lois du mouvement des sociétés, de lois de leur dynamisme, mais bien des lois de leur état. Il ne s'agit point de déterminer la loi, jusqu'ici inappréhendée, suivant laquelle c'est ou se serait opérée l'évolution du genre humain ou de l'Occident civilisé, loi qui, si elle était connue, permettrait une déduction générale de l'avenir. Non, il s'agit des lois suivant lesquelles se présentent certains faits qui ont coutume de ne point surgir séparément. Loi comparable à celle dont la nature et le laboratoire suivent l'action chaque jour. Elle consiste en liaison constante et telle que, l'antécédent donné, on peut être sûr de voir apparaître le conséquent. Par exemple, l'élévation de l'eau à 100 degrés et le phénomène de l'ébullition. Par exemple, l'avènement de l'élection démocratique et le phénomène de la centralisation. On peut empêcher l'eau de s'échauffer à 100 degrés, où elle bout. On ne peut l'empêcher d'y bouillir. On peut empêcher la démocratie élective de se produire. Si elle se produit, on ne peut l'empêcher de centraliser. C'est vraiment ça aussi l'esprit enfin, de la politique traditionnelle, c'est qu'on essaie de connaître la nature humaine, de connaître le fond, les principes de la société humaine, mais on l'applique de façon concrète à chaque situation qui est originale, et donc il n'y a pas de système, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de solution systématique. Même s'il y a quand même des principes. En particulier, ce qui est intéressant, et ça, je vais ensuite l'illustrer avec d'autres choses, mais pour ce qui est du système électoral étendu à tout, la seule chose qui est sûre, c'est par exemple, Maurras parle de ça, c'est que le système électoral démocratique apporte forcément la centralisation étatique. Et bon, aujourd'hui, on en meurt en France et on ne peut plus rien faire sans l'avis de l'État. Même pas une manifestation, il n'y a plus de subsidiarité. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, une fois qu'il y a ce système, vouloir, disons, empêcher par exemple la centralisation via le système électoral, c'est une sorte de contradiction dans les termes mêmes, puisque c'est le système électoral démocratique qui produit cette centralisation. C'était la position de Maurras, et c'est aussi la position légitimiste, c'est que il y a certains problèmes de fond. Alors on ne parle pas des petits problèmes qu'on peut régler, des symptômes qu'on soignerait, mais pour régler des problèmes de fond, qui sont créés par le mal démocratique, le seul moyen, c'est de sortir de la démocratie. Et en France, la démocratie est liée à ce système électoral du suffrage en particulier, ou des assemblées, ou des sociétés de pensée. J'aimerais illustrer rapidement, et
facilement cette histoire en fait de la manipulation électorale et ça commence dès la Révolution, mais en fait avant la Révolution. Pour ce faire, je vais lire un petit extrait de la Révolution française de Philippe Pichot-Bravard, qui a étudié ce qui s'est passé en amont de la Révolution en 1788 et au début de 1789, pendant l'hiver 1789, donc c'est-à-dire les élections des députés pour les députés du tiers-État en particulier, mais pas que, pour l'Assemblée de 1789. Et en fait, alors c'était pas, donc on était dans l'Ancien Régime, donc c'était une société d'ordre, c'était une société constituée, donc il n'y avait pas d'individualisme, les individus en soi n'existaient pas, il n'y avait pas de démocratie, mais déjà, on repère, enfin déjà, il y avait un noyautage de ces élections. Donc je vais lire un peu pour essayer d'illustrer ça. Donc, au sein du tiers-État, des modèles de cahiers de doléances ont été diffusés dans les campagnes afin d'influencer le monde rural. Dans de nombreuses paroisses, ils ont été suivis, ce qui a conduit certaines communautés à formuler des revendications très étonnantes, très éloignées de leur réalité quotidienne. Le ton général est réformateur sans être révolutionnaire. De nombreux témoignages d'affection sont adressés au roi. La religion est respectée, même si les cahiers sont souvent hostiles aux gros décimateurs et aux congrégations contemplatives. Les cahiers du tiers manifestent une hostilité prévisible à l'écart des impôts en général, de la gabelle et des charges seigneuriales en particulier. Ils expriment une soif de simplification, de rationalisation administrative. Ils aspirent à une monarchie libérale, respectueuse des libertés individuelles, consultant régulièrement les états généraux, devant lesquels les ministres seraient responsables de l'usage des deniers publics. Ils aspirent également à l'égalité fiscale et juridique. Cependant, malgré l'action des sociétés de pensée, seule une forte minorité de cahiers de bailliage font de l'élaboration d'une constitution écrite un préalable à toute discussion. Un cinquième des cahiers n'aborde pas directement la question constitutionnelle, un cinquième, notamment dans les provinces réputées étrangères, exprime son attachement aux lois fondamentales existantes, aux constitutions provinciales et à l'autorité royale. Lors de l'élection des députés du tiers-État, les sociétés de pensée ont réussi à accaparer, au détriment des campagnes, la quasi-totalité de la représentation de l'ordre. Augustin Cochin a étudié avec soin le déroulement des élections à Rennes et à Dijon. À Rennes, l'Assemblée du tiers était composée de 16 députés de la ville de Rennes, de 60 députés des villes de la Sénéchaussée. La Sénéchaussée, c'est l'unité administrative de l'époque, donc Vitré, Fougères, Saint-Malo, et de 800 députés des paroisses rurales. Le résultat tient en une équation surprenante. 16 égale 5, 60 égale 2, 800 égale 1. Des 8 députés de la Sénéchaussée qui iront aux États généraux, 5 étaient originaires de la ville de Rennes, un seul de la campagne, le bonhomme Gérard, qui fut le seul laboureur de France assiégé à Versailles. Comment en est-on arrivé à un tel résultat? Dans un premier temps, une violente campagne de dénigrement fut menée contre les officiers de justice et de finance, en particulier contre le sénéchal du roi, dénoncé comme ennemi du peuple. Après plusieurs heures de débats houleux, d'imprécations et de menaces, relayés par la foule massée autour de la salle des séances, les officiers se retirèrent, laissant les laboureurs et les artisans des campagnes seuls face à la bourgeoisie des villes. Les députés des campagnes ne se connaissaient pas entre eux. Parmi eux, nul jouissait de la notoriété et de l'aisance nécessaires pour s'imposer au sein de l'Assemblée. Au contraire, les députés des villes agissaient en parfaite intelligence, selon un plan concerté. Dans un deuxième temps, une commission intermédiaire de 200 membres fut établie pour faciliter les travaux de l'Assemblée. Donc je résume, il y a tous les assemblées, donc les 800 plus les 60 plus les 16 qui se réunissent à Rennes, et donc ils sont trop, donc ils vont se réduire pour envoyer que 8 aux États généraux. Et donc la première chose qui se passe, on vire tous les gens qui sont un peu dangereux pour la Révolution, c'est-à-dire tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité royale, tous les seigneurs, tous les nobles, et donc à la fin, il se retrouvent les bourgeois, qui se connaissent entre eux et qui savent bien parler, et puis toute la masse des députés qui viennent de campagne et qui ne se connaissent pas entre eux et qui ont personne pour les défendre, en fait. Hein. Donc une commission intermédiaire se fait.
200 membres. Après cette première réduction insuffisante, une seconde commission de 50 membres fut établie. Donc il y a à peu près 800 personnes, on crée une commission de 200 personnes, et dans la commission de 200 personnes, on crée une autre commission de 50 personnes. À chaque fois, tandis que les députés des campagnes dispersaient leurs voix, les députés des villes votaient de manière organisée, disciplinée, parvenant toujours à placer leurs candidats en tête du scrutin. Dans la commission de 50 membres, ils détenaient la majorité, ce qui leur permettait de contrôler l'élaboration du cahier de la sénéchaussée et l'élection des députés. De tels procédés présidèrent aux élections dans la grande majorité des sénéchaussées et des bailliages. Parmi les 573 députés du tiers-État, il y eut 216 marchands et propriétaires fonciers, 212 avocats, 102 officiers de bailliage, 18 magistrats municipaux, 16 médecins, 12 gentilshommes, 2 prêtres et 1 laboureur. Le comte de Mirabeau, élu à Aix-en-Provence, et l'abbé Sieyès, élu à Paris, comptaient au rang des principales personnalités du tiers-État. Voilà, donc ça, je finis avec ça. C'était une première illustration de la première manipulation électorale, avant la Révolution, avec une double technique, donc de gens qui étaient bien organisés, qui ont réussi par des campagnes de communication. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les médias à l'heure actuelle, mais ça fonctionnait bien. Donc, arriver à faire des canevas de cahiers de doléances, à faire des canevas de requêtes au roi qui étaient envoyés via en fait toutes les loges maçonniques dans toute la France et qui, via ses avocats, ses bourgeois, etc., étaient relayés au sein des assemblées. Et tous ceux qui étaient en face, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne savaient pas les objectifs. Et en fait, ça se passait. Aujourd'hui, on a exactement les mêmes choses qui se passent en fait dans les assemblées. Là, c'est pas les cahiers de doléances aujourd'hui, c'est plutôt peut-être les lois de bioéthique, le mariage pour tous, toutes ces lois dites sociétales, le prix de l'essence, voilà, les sanctions contre la Russie. C'est pas forcément les mêmes objectifs. Les objectifs sont peut-être encore moins cachés qu'à une époque, mais bon, ils sont là. Ensuite, j'aimerais prendre un autre exemple. Je vais encore un peu lire. Alors, je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage. Donc Philippe Pichot l'a cité aussi, c'est Augustin Cochin, qui est un historien qui a fait l'école des chartes et qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, oublié après la Première Guerre mondiale parce qu'il avait peu publié pendant sa vie, qui a étudié en particulier les sociétés de pensée. Donc les sociétés de pensée, c'est des sociétés qui fonctionnent de manière purement démocratique, dont les exemples historiques sont les salons des Lumières au XVIIIe siècle, les loges maçonniques aussi à partir du XVIIIe siècle, les clubs jacobins pendant la Révolution et les partis aussi aujourd'hui, qui fonctionnent sur un fonctionnement purement démocratique. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de différence entre les gens, que tout le monde est égal, que quand on rentre à l'intérieur, on vote tous pareil. Et à partir de ça, en fait, comment ça fonctionne. Et l'analyse d'un point de vue pratiquement sociologique, comment ce système démocratique, au-delà des personnalités des gens et au-delà des circonstances, ou voire même des doctrines que portent ces sociétés, quelle que soit la doctrine portée, que ce soit marxiste, nationaliste, j'allais dire à la limite contre-révolutionnaire, écologiste et tout ça, si on a un fonctionnement de société démocratique, le fait même de ce fonctionnement-là va entraîner un fonctionnement révolutionnaire, une sorte de cercle vicieux qui fait que ça permet le noyautage, que ça permet la réduction des idées, le siphonnement de tout débat véritable et la prise de décision en fait non pas par des autorités mais de façon cachée ou en tout cas pas franche. Donc je vais vous lire un petit passage, deux petits passages, parce que c'est pas mal. Alors ça va durer une dizaine de minutes. Il fait la différence, donc voilà, il va faire cette distinction, parce que qui est quand même importante entre le régime parlementaire et la démocratie pure. Disons qu'aujourd'hui, en fait, encore en France, ça va, parce que c'est juste une régime parlementaire, on n'est pas encore en démocratie pure. La démocratie pure, c'est la terreur des Jacobins. Alors, on y va de plus, vous allez voir que on s'y rapproche de plus en plus, là, depuis 10 ans. Alors, je vais lire un peu. Donc, c'est un passage de Essai sur la Révolution française et la révolution de la libre pensée.
Donc pour prévenir quelques confusions, il n'est pas hors de propos de définir le sens des termes et de marquer la différence qu'il y a entre les mœurs de la démocratie pure et les mœurs politiques des partis, c'est-à-dire du régime parlementaire, avec lequel on est le plus tenté de confondre le régime social à cause de leurs principes communs et du commun nom de démocratie. Dans la démocratie pure ou démocratie directe, la volonté actuelle de la collectivité à tout instant fait loi. Dès lors, le gouvernement personnel du peuple ne peut se concevoir autrement que sous la forme de consultation permanente, donc de société permanente de libre discussion. C'est le référendum constant des gens d'extrême gauche, c'est les réseaux sociaux, on est toujours connectés pour qu'on donne toujours notre avis, en fait on nous contrôle tout le temps, c'est ce genre d'idée-là. Hein. Le débat est toujours permanent. Dans le régime parlementaire, la théorie démocratique n'est pas pure, ni le gouvernement du peuple direct. En effet, sous les régimes représentatifs, ou bien l'électeur vote pour un homme plus que pour le programme, et alors il ne discute guère, ou s'il discute, ce n'est après tout que sur des questions générales tous les 4 ans et pendant 6 semaines. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on a des élections tous les 3 mois et pendant 6 mois. Enfin, voilà. Dans ces conditions, partis et candidats peuvent accepter le débat, se donner le luxe d'éclairer les électeurs et de répondre aux objections. Bon, ça aussi, c'est un autre temps. L'entente n'en souffre pas trop et la dignité des deux parties y gagne. C'est le temps des réunions sérieuses, des conférences étudiées, des professions sincères, des lectures, comme disent les Anglais. Mais les lectures sont abandonnées en Angleterre depuis que la pratique des associations permanentes a remplacé celle des campagnes périodiques. Le régime parlementaire des associations périodiques et électorales n'est qu'une forme intermittente de démocratie. Ainsi, on en jugeait les purs démocrates de tout temps. Nos jacobins de 1793, pour qui le peuple, la volonté du peuple, résidait essentiellement dans les sociétés populaires, les démocrates anglais et américains qui ont transformé dans ce sens l'ancienne organisation autoritaire et féodale des partis, le député devenant le porte-parole et non plus le maître et le chef d'une circonscription où le peuple restait assemblé en permanence, organisé et debout, au lieu de se disperser. L'élection faite et le pouvoir donné. Les sections de vote sont devenues des sections délibérantes et permanentes, le phénomène déjà connu du temps de la Révolution. La démocratie pure ne reconnaît plus ni doctrine ni docteur. Tout est livré à la discussion libre et d'autre part, cette discussion est étendue à toutes les questions, et à tout le monde, et à tous les temps, et non limitée aux questions générales, à certains électeurs et à certaines époques, comme dans la démocratie tempérée ou parlementaire. Le régime parlementaire est une liberté réglée par une constitution. Il faut insister sur la différence, parce que l'on confond toujours la démocratie pure avec la démocratie parlementaire. La démocratie directe ne s'est jamais exercée jusqu'ici d'une façon stable que dans les sociétés de pensée. Elle se pratique cependant aux Jacobins, au Grand Orient, à la CGT. Toutes ces organisations permanentes sont aussi différentes de la démocratie représentative, que celle-ci l'est du droit divin. Nous nous proposons d'étudier le développement progressif du phénomène démocratique depuis la forme anodine des sociétés de la pensée de 1750 jusqu'à la forme terrible du gouvernement révolutionnaire de 1793. C'est un drame où l'homme personnel et moral est peu à peu éliminé par l'homme socialisé, lequel ne sera plus à la fin qu'un chiffre, un figurant abstrait. L'étude des faits nous amènera à cette constatation qui pourrait sembler paradoxale. Pas plus dans une société purement démocratique que dans une société autoritaire, il ne peut être question, pour la masse, de liberté, de souveraineté réelle actuelle. C'est l'idéal qui reste au terme de l'évolution. En fait, le pouvoir est aux mains de quelques-uns, sous le règne de la liberté comme sous celui de l'autorité. Et la masse suit, obéit, croit. L'asservissement du nombre a, dans les sociétés libres, 3 aspects selon leur nature et leur degré de développement. On peut ainsi distinguer 3 étapes dans le progrès des Lumières, réalisant 3 états différents des sociétés de pensée. État philosophique, état politique, état révolutionnaire. Ce sont les 3 stades d'une évolution logique qui correspondent aux 3 périodes historiques de la Révolution. Le premier, l'état philosophique, est celui des sociétés de pensée proprement dites, période de spéculation platonique au XVIIIe siècle. C'est la révolution intellectuelle de la libre pensée préparant à la Révolution, de 1750 à 1789. Le second, l'état politique, répond à la seconde phase du développement historique, au passage de la spéculation pure à l'action politique.
L'opinion est alors un parti, elle a des clubs, elle tend à des résultats réels, à obtenir certaines décisions de l'autorité du jour, des lois. C'est la première période de la Révolution, de 1789 à 1793. La troisième est l'état révolutionnaire, l'idée pure, jusque-là entravée par les réalités sociales, éclate, triomphe, et se réalise en sa plénitude. C'est le gouvernement direct par le peuple souverain. Les 12 mois de la terreur, 1793-1794. Il ne saurait durer étant contre nature. Or, en chacun de ces trois états, sous couvert d'affranchissement et de libération, nous rencontrons un asservissement nouveau de l'homme à la société. En effet, le règne du peuple, le règne permanent et absolu de l'opinion, suppose son orientation, c'est-à-dire l'existence de sociétés permanentes dont le seul objet soit de la former, cette opinion. Ces sociétés sont l'organe du peuple. Or, il se montrera que l'organe a ses lois propres, différentes de celles du peuple vivant, puisqu'il ne se maintient que par une triple contrainte qui répond précisément aux trois étapes de la démocratie. Dans l'état philosophique, le secret des loges étouffe la pensée publique dont on se dit porte-parole. Dans l'état politique, la pression extralégale, officieuse des clubs, entrave puis tyrannise l'action des pouvoirs constitués. Dans l'état révolutionnaire, la tyrannie officielle des sociétés populaires achève de confisquer, après les personnes, les propriétés. Parenthèse, vous remarquerez que l'état philosophique existe toujours, c'est toujours les loges, etc. Qu'aujourd'hui, on est entre un état politique et un état révolutionnaire. On a plutôt l'impression d'être dans une fin d'état politique, on est en plein dans des pressions qui soient légales, extra-légales, à l'intérieur de la légalité ou pas, pour faire passer des lois, etc., pour des intérêts. Et de plus en plus, on va vers cette socialisation constante, là, démocratique, qui est en train de devenir une terreur. Ainsi, la démocratie n'est pas le peuple. Quelles sont donc ces lois de l'organe réduit à sa fonction d'organe? Nous suivrons leur développement à la fois logique et historique. En ces trois stades, trois buts sont proposés comme un triple affranchissement. Vérité, liberté, justice. Or, ils répondent à trois oppressions. Libre pensée, individualisme, socialisme. Et cette servitude s'affirme. Dans l'ordre intellectuel par le secret. Dans l'ordre moral par la corruption et le chantage. Dans l'ordre matériel par la force. Et toujours sous la forme la plus radicalement opposée à la liberté. Nous étudierons successivement 1. La libre pensée, qui sous le nom de vérité, nous présente la servitude intellectuelle par le secret des loges. Le profane ignore où on le mène. Il doit y aller les yeux bandés. En marche. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. La forme propre de la contrainte nécessaire. La forme propre de la contrainte nécessaire au règne de l'élite sur le nombre, c'est l'ignorance, telle qu'elle se manifeste dans les sociétés maçonniques. Pour les ignorants, cela s'appellera le progrès des Lumières. 2. L'individualisme, qui sous le nom de liberté réalise la servitude morale par la corruption, le chantage et la peur. On libère, c'est-à-dire qu'on isole l'individu, mais c'est pour mieux la servir. Sur le terrain politique comme sur le terrain religieux, l'association se présente comme un moyen d'affranchissement, d'assainissement moral. Ne met-elle pas le moindre citoyen à porter de discuter de ses actes politiques, de suivre ses chefs les yeux ouverts, librement et non par intérêt, comme le parti politique par exemple? En fait, c'est le contraire. La corruption devient dominante quand la société passe à cette seconde phase de son développement et d'intellectuel devient politique. L'organisation de l'opinion, par pression extérieure, a toujours et partout eu pour résultat l'abaissement du niveau moral. Donc c'est le tapage médiatique, c'est le fonctionnement des machines de parti. Et 3, l'étape, le socialisme, qui sous le nom de justice, réalise la tyrannie officielle des sociétés populaires, à la servitude morale des volontés, donc c'est ce qu'on a la pensée unique, hein, ce qu'on a depuis 30 ans, etc., succède et s'ajoute la servitude matérielle des biens. Cette justice se dit l'égalité, et c'est la spoliation violente de tous les biens par le despotisme, dans le silence universel de la terreur et de la haine. C'est le communisme du gouvernement révolutionnaire. Tel est le bilan de cette ascension de l'affranchissement populaire. D'abord, manière douce dans les loges et les sociétés politiques. Enfin, manière forte dans le comité de salut public. Et le résultat intime sera la progressive socialisation de l'homme, substituant à l'être réel et personnel un être social et fictif.
C'est l'identité numérique, c'est tout ce que vous voulez, hein. Mais c'est exactement ce qu'on a à l'heure actuelle, hein. L'affranchissement de l'esprit sera la pensée socialisée, la socialisation intellectuelle du philosophe de 1789. L'affranchissement du citoyen sera la vie publique socialisée, la socialisation morale du patriote de 1792. L'affranchissement des biens sera la vie économique et la vie privée socialisée, la socialisation matérielle du citoyen de 1793. Une fiction impersonnelle a succédé à la personnalité humaine. N'imaginons pas que ce soit du passé. Le rêve n'est pas évanoui. L'idée chemine toujours. Rousseau a divinisé le peuple. M. Durkheim a socialisé Dieu. Dieu, pur symbole du social. Le social, seule réalité. Les trois formes d'oppression qui répondent aux trois états des sociétés de pensée ne sont pas un effet du tempérament des individus, un hasard, mais la condition de l'existence même de sociétés qui pose en principe la liberté absolue dans l'ordre intellectuel, moral et sensible. Donc au fond, c'est une conséquence du libéralisme, tout ça. Toute société de pensée est oppression intellectuelle par le fait même qu'elle dénonce en principe tout dogme comme une oppression, car elle ne peut, sans cesser d'être, renoncer à toute unité d'opinion. Or, une discipline intellectuelle sans objet, qui lui réponde, sans idée, c'est la définition même de l'oppression intellectuelle. Je répète. Toute société de pensée est oppression intellectuelle par le fait même qu'elle dénonce en principe tout dogme comme une oppression, car elle ne peut, sans cesser d'être, renoncer à toute unité d'opinion. Or, une discipline intellectuelle sans objet qui lui réponde, sans idée, c'est la définition même de l'oppression intellectuelle. Alors, en fait, elle nie tout dogme, mais elle veut une unité. Il faut que tout le monde pense pareil quand même, parce que sinon on ne peut pas exister en tant que société. Mais on ne veut pas que ça soit autour d'une idée. Donc on est obligé d'oppresser les gens pour avoir une unité artificielle. C'est ça que ça veut dire. Je continue. Toute société d'égaux est privilège par le fait même qu'elle renonce en principe à toute distinction personnelle, car elle ne peut se passer d'unité de direction. Or, une direction sans responsabilité, le pouvoir sans autorité, c'est-à-dire l'obéissance sans respect, c'est la définition même de l'oppression morale. C'est exactement ce qu'on disait. C'est l'égalitarisme. Et comme elle refuse l'autorité, et comme elle refuse la responsabilité, mais que c'est quand même une société, donc il lui faut quand même une direction et une unité, ben, la seule possibilité, c'est l'oppression. Par la peur, par tout ce que vous voulez, mais voilà. C'est ce qu'on vit actuellement. Toute société de frères est lutte et haine par le fait qu'elle dénonce comme égoïste toute indépendance personnelle. Car il faut bien qu'elle lie ses membres les uns aux autres, qu'elle maintienne une cohésion sociale. Et l'union sans amour, c'est la définition même de la haine. Augustin Cochin exprime comme ça, mais c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et bon, c'est pas très encourageant ce qui se passe, parce qu'on est en train d'arriver dans une période révolutionnaire, ce qu'il appelle la socialisation de l'être privé. Au-delà des doctrines, il y a aussi un fonctionnement démocratique qui découle du libéralisme, mais que ce fonctionnement démocratique de ces sociétés de pensée, du système électoral, des clubs, des partis politiques, de tout ce qu'on veut, le fonctionnement démocratique en soi est une sorte de machine broyeuse qui emporte les gens malgré eux, qui efface les personnalités, et que donc ce système lui-même est dangereux, et donc il faut s'en extraire en fait. Si on veut la contre-révolution, c'est ça, c'est qu'il faut... Et Maurras finalement, alors, je ne sais pas s'il a lu ou pas, mais enfin il dit la même chose, la démocratie c'est la mort, il faut sortir la démocratie, donc on ne joue pas le jeu du système, on le nie, on ne met pas le doigt dans l'engrenage, sinon on se fait broyer. Voilà. C'est intéressant, ouais, parce que tu me dis, parce que tu vois, j'ai quasiment exactement, enfin, quand tu me parlais tout à l'heure des libres penseurs, j'ai quasiment exactement la même citation dans un ouvrage de Chesterton, et pourquoi je suis catholique, et c'est aussi du 19e siècle, et qui dit juste, c'est assez court, hein, mais il dit, il a un ton un peu plus critique, enfin un peu plus cynique, il dit les libres penseurs sont parfois pensifs, mais ne sont jamais libres. C'est ça, c'est exactement ça. Le n'est pas libre de remettre en cause, par exemple, le monisme. Lui, il parle plutôt d'un point de vue spirituel, tu vois, il est interdit, par exemple, au sens moderne du terme, de croire à un miracle, et donc, du coup, un matérialiste, quand il parle des matérialistes, il dit voilà, il n'accepte pas le matérialisme en raison d'une preuve scientifique. C'est le matérialisme qui lui interdit d'accepter la preuve scientifique. Par exemple, quand on voit un miracle qui est prouvé scientifiquement, un matérialiste ne peut pas y croire parce que c'est contre son dogme en fait. C'est ça. Ouais, c'est intéressant de voir que
là, c'était plutôt en anglais, mais Oui, mais ils avaient vu, Chesterton avait vu tout ça. Ben, c'est les encycliques sur le libéralisme de Léon XIII aussi. oui, voilà. Et en fait, c'est le libéralisme, et là, appliqué dans les sociétés de pensée. C'est-à-dire que Oui, voilà. ce qu'il explique derrière, c'est que, par exemple, et typiquement la loge maçonnique, c'est ça. Typiquement le club jacobin, c'est ça. Et les partis politiques fonctionnent aussi un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on est tous égaux quand on rentre. Tout le monde vaut un, c'est un chiffre. C'est plus, il n'y a plus les compétences, il n'y a plus les personnes, il n'y a plus les expériences. Et soi-disant on est libre, mais en fait, la liberté veut dire qu'en fait, tu consens à te nier, tout simplement. C'est-à-dire, si tu es catholique, tu oublies ta foi. Si tu connais quelque chose, tu oublies que tu connais quelque chose. Et soi-disant, il y a une direction libre. Mais en fait, et c'est là où ça devient carrément vicieux, et dans une loge maçonnique, ça fonctionne carrément comme ça, c'est que c'est pas une loge maçonnique, c'est en fait des emboîtements de sociétés, sous-sociétés Secrète. secrètes, et dont on ne sait pas qui tire les ficelles. Des sociétés secrètes avec des droits d'entrée, si je peux dire ça comme ça, ou des tests d'entrée qui font que tu dois livrer tes secrets dans ces sociétés secrètes avant de pouvoir rentrer chez eux. Voilà, t'es tenu. Mais même quand t'es rentré, c'est qu'il y a des sociétés emboîtées, donc c'est-à-dire que par exemple, s'il faut choisir quelque chose, en fait, il y a peut-être 40 personnes là, mais en fait, sur les 40, il y a 16 personnes qui sont dans un grade supérieur, mais les 40 ne le savent pas, et qui ont déjà décidé ce qu'ils allaient C'est faire. ça. Et puis dans les 16, il y en a certainement 4 qui sont encore dans un grade supérieur. Et en fait, donc en fait, c'est quand même complètement dirigé, et tout ça après, c'est du flanc, c'est pour faire consentir aux gens la décision, en disant, oh, on a tous pris la décision, mais en fait, pas du tout. C'était décidé à l'avance. Et c'est ce qui se passe, et c'est pareil en entreprise. Hein. Peut-être quand on veut, soi-disant, on va nous faire un vote pour nous demander notre avis sur, par exemple, le travail à la maison, tout ça, mais en fait, ça a déjà été décidé ce que ça va être fait à la fin. Et, et ils ont, mais voilà, c'est juste pour nous faire consentir. Non, mais ça, c'est. Non, mais c'est un coup classique, quoi. Oui, voilà, mais ça devient classique. Allez, pour finir, et après on discute. C'est encore Augustin Cochin, et justement, ça va. C'est quelques aphorismes qu'il a écrits voilà, et qui sont assez drôles. Alors, je vais juste lire parce que c'est quand même très drôle. Alors, donc là, il explique que voilà, l'histoire de la Révolution, les idées comptent peu, et que c'est ce système-là. Donc c'est moyen, et donc il dit, c'est moyen, donc c'est pendant la Révolution française, c'est moyen, c'est la franc-maçonnerie. Elle est un plan, expression maçonnique. Encore plus qu'une doctrine. Il y a bien une doctrine, mais si négative, si semblable à la mort même, à la fin de tout, qu'elle est plutôt une loi limite qu'une règle, et d'ailleurs mortelle dans la mesure où elle est réalisée. Ce n'est pas par elle qu'elle vit, mais par la substance de ce qu'elle détruit, le microbe du cancer, le parasite. Rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution. À phénomène historique nouveau, méthode nouvelle. C'est la première fois que la franc-maçonnerie paraît ouvertement et activement dans l'histoire. Le rôle de la franc-maçonnerie avant 89, mal compris de Taine. Taine a donné un tableau complet et brillant de toutes les causes, économiques, politiques, etc., qui favorisaient la Révolution. Il n'a oublié qu'une chose, la franc-maçonnerie. Il a fait le paysage, il faut y mettre le bonhomme. Un grand paysage mouvementé où il n'y a personne. Définition de la franc-maçonnerie. Pas un complot, parce qu'elle a un but général. Un complot, parce qu'elle a un but général. Un complot, ça a un but particulier. La franc-maçonnerie sert à des complots. Les complots se forment tout naturellement dans son sein. Mais elle a une portée plus grande. C'est une école de complots, une académie de conjurés, parce qu'elle tient les hommes pour leur vie. Un complot seulement pour un temps. Pas un parti, parce qu'un parti groupe les hommes d'après les idées précises. La franc-maçonnerie d'après leurs tendances. Ce sont ces différents degrés, soit dans la netteté, soit dans la violence de ces tendances, que représentent les différents ordres intérieurs les uns aux autres, les différents grades aussi. La franc-maçonnerie groupe les tendances, ne regarde pas tant l'état des idées d'un homme, à un moment donné, que le penchant moral que ses actes et ses idées indiquent. Et franc-maçon, tout esprit tourné vers la négation et l'orgueil intellectuel, tout cœur inclinant vers la haine, l'envie, l'amour-propre. Voilà l'origine de leur tradition. Le franc-maçonnerie, le régime représentatif. Franc-maçonnerie, une société qui avait toutes les chances de s'emparer de tout à une condition, que les principes égalitaires et le régime représentatif soient adoptés. Organisée précisément pour dominer le suffrage libre et les assemblées, et y parvenant grâce à ce sophisme que les raisons se valent,
que les caractères sont indépendants et que l'individu ne peut voter contre son propre intérêt. 3 fictions. Elle pousse donc à l'adoption de ce principe et de ce régime. Il faut bien comprendre que tous les droits qu'elle réclame avec tant d'insistance pour la nation et l'individu, elle les escompte pour elle-même. Elle sait que la nation détachée de l'ancien ordre ne peut manquer de tomber fatalement dans le sien. C'est le renard qui persuade à la poule du pied de l'arbre qu'elle sait très bien voler et n'a que faire de son perchoir. Dans la franc-maçonnerie, une minorité mène la majorité. La force de la franc-maçonnerie est qu'elle tient le plus grand compte et tire merveilleusement parti de toutes les faiblesses des hommes d'aujourd'hui. Quelle est la force et le danger de l'institution maçonnique? C'est de donner à toutes ces décisions l'apparence de la volonté générale. 1. Pour la composition de ces loges, aucun membre n'est reçu sans être approuvé de la majorité. Voilà une garantie? Mais non. Il doit être présenté par 2 membres du comité, et la majorité ne le connaît pas, et vote au hasard. 2. Pour les vœux. Ils sont votés par la majorité, oui, mais rédigés par le comité et présentés par lui. On comprend que le sort d'une ville désorganisée et troublée soit dans les mains d'un club qui s'entend avec le pouvoir central, et le sort de ce club dans celle de quelques furieux. Ça, c'est le fonctionnement des clubs jacobins. Et on va finir avec ça. Les cercles intérieurs de la franc-maçonnerie. Comment s'établit l'union franc-maçonne? 1. Principe absolu de fait et de droit. La majorité fait loi. 2. Il faut que cette majorité ait une certaine fixité, ce qui est impossible si la masse est livrée à elle-même. Il faut, en un mot, qu'il n'y ait pas de délibération réelle, ce serait l'anarchie. De là cette règle générale, cette loi vitale du corps franc-maçon. Toute délibération officielle est précédée d'une délibération officieuse, et déterminée par elle. Tout groupe franc-maçon est profane par rapport à l'autre, c'est-à-dire dirigé sans le savoir par un groupe plus restreint, assez peu nombreux pour être unis et avoir une ligne de conduite. D'où cette conclusion. Les délibérations prises sont beaucoup moins l'effet de la volonté positive des délibérants que de leur ignorance, sottise, défaut d'entente, etc. En un mot, les conditions négatives qui ont permis aux initiés de l'ordre intérieur de faire adopter leurs décisions et de se faire déléguer leurs pouvoirs. Voilà. Le lien d'union dans les sociétés de pensée n'est plus la foi commune, mais la conformité. Le lien d'union dans les sociétés, ce qui remplace la foi commune et le respect, c'est l'obéissance à la volonté générale au vote. Voilà le nouveau dogme, la conformité. En entreprise, on est à fond, hein. Et il continue, mais donc j'arrête là. Mais pour illustrer que là, il parle de la franc-maçonnerie, mais en fait, cet esprit franc-maçon, c'est exactement ce qui régit nos institutions républicaines aujourd'hui. Nivelage, connivence, on utilise l'orgueil, l'envie, on fait en sorte que les gens qui devraient se parler ne se parlent pas, on prémâche les débats et on les présente, le Parlement, c'est ça.